Bonjour, chers amis internautes de Seguima Vision Multimédia, la chaîne 100% littérature. Vous êtes bien dans votre émission littéraire, ce rendez-vous hebdomadaire avec l'élite de la littérature sénégalaise. Alors aujourd'hui, nous sommes à la Maison des écrivains, le siège de l'association des écrivains du Sénégal, AIS Kër Birago, pour rencontrer le secrétaire général nouvellement élu de l'association, à savoir Djibi Diallo Falémé. Bonjour Djibi Diallo Falémé. Bonjour Yacine. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, à la Maison des écrivains du Sénégal, Kër Birago. Voilà, donc comme nous le savons tous, Djibi Diallo Falémé est un écrivain, un professeur de littérature. Si vous voulez aussi, je peux continuer à lire votre biographie, qui est assez riche quand même, pour nos chers internautes. Merci. Donc, Djibi Diallo est professeur de lettres modernes, diplômé de l'École nationale supérieure de Dakar en 1988. N'est-ce pas? Il est secrétaire général de l'Association des écrivains du Sénégal depuis le 8 mars dernier, avec le bureau nouvellement élu. Il est aussi président du groupe Djibi Consulting qu'il vient de créer et qui travaille dans les domaines de la langue française, de l'éducation et de la culture au service des peuples africains. Auparavant, il a été conseiller pédagogique de français pour le compte du ministère de l'Éducation nationale de 1989 à 2009. Il a aussi été directeur de l'Alliance franco-sénégalaise de 1997 à 2009. Conseiller technique du président du conseil régional de Tambacounda, chargé de l'éducation et de la culture de 2003 à 2005. Il enseigne aussi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2014 la littérature africaine, en plus des cours d'exercice littéraire et des techniques d'expression française qu'il donne dans les universités privées. La liste n'est pas exhaustive, donc si vous avez quelque chose à ajouter à ce riche parcours, on vous écoute. Non, c'est bien déjà, merci. Sinon que après l'étape de Tambacounda en 2009, je suis nommé proviseur du lycée de Ouakam. Ah, d'accord. Fonction que j'ai exercée pendant 10 ans. D'accord. Exactement, j'aime le dire. Et par ailleurs, je suis membre du conseil d'administration de la SODAV. Je suis membre du conseil d'administration de la SODAV, membre de l'association des écrivains, comme vous le dites, et président aussi du groupe que j'ai créé, vous l'avez dit, et président d'une autre association qui s'appelle Environnement francophone. D'accord. Alors tout cela tourne autour de l'éducation et de la culture. De la culture. D'accord. Et j'ai passé toute ma vie dans ça. Ok. En fait, ne comptez pas sur moi pour cultiver un champ, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas non plus suivre des animaux dans les pâturages. Ce que je sais faire, c'est dans le domaine de l'éducation, c'est dans le domaine de la culture. La culture, machallah. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc, comme nous l'avons dit au début, Djibi Diallo est aussi un écrivain. Voilà, donc, il a dans son actif plusieurs livres, dont des romans, des poèmes, des récits, des pièces de théâtre, des essais. On peut en citer par exemple Kouré Malé, un roman publié en 2022, Les derniers jours de Balibana, une pièce de théâtre publiée en 2018. Il y a aussi Dramera, qui est une pièce de théâtre publiée aussi en 2018. Il y a Soleil tordu, un récit publié en 2015. Il y a Mon âme à l'envers, un recueil de poèmes publié en 2011. La liste n'est pas exhaustive aussi, il y en a tellement d'autres, mais j'en ai cité les plus connus, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, par rapport à votre bibliographie-là, quels sont généralement vos thèmes, les thèmes que vous décrivez dans vos écrits? C'est quoi vos sources d'inspiration? Bon, en fait, moi, j'ai appartenu à une génération d'étudiants de l'université Cheikh Anta Diop des années 82-87. À cette époque-là, nous étions sur le campus très politisé. C'était l'époque où, sur les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal était pratiquement la seule démocratie. Encore que cette démocratie aussi était vacillante. Donc on était dans un océan de dictature à l'époque. Et quand nous nous sommes retrouvés sur le campus, nos combats étaient dirigés contre les responsables politiques de nos différents pays. Donc je me suis retrouvé dans cette atmosphère-là. Et j'ai été membre en tant qu'étudiant sénégalais, j'ai été membre du bureau de l'association des étudiants maliens qui étaient opposés justement au régime
de Bamako à l'époque parce que on trouvait que le régime de Bamako du général Moussa Traoré était trop difficile. On était au Sénégal à l'université Cheikh Anta Diop. Alors, parallèlement à ça et parallèlement aux études littéraires où je m'étais inscrit au département de lettres modernes, et j'écrivais. J'habitais le pavillon B, les chambres individuelles. J'avais une chambre individuelle au pavillon B et c'est là-bas où j'écrivais. Mes premiers livres sont les fruits de cette période-là. Nous avons Indépendance, que j'ai écrit à cette époque, qui est le roman. Un roman, mon premier roman, Indépendance. C'est écrit Indépendance. Oui, plusieurs danses des indépendances. Et la partie poétique s'appelle Mon âme à l'envers. Mon âme à l'envers, un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes. Et la partie théâtrale, ça s'appelle, que j'ai écrite à cette époque-là, s'appelait Les derniers jours de Boulibana, la course est finie. Donc c'est une trilogie que j'ai écrite entre 1982 et 1987 quand j'étais étudiant à l'université de Dakar. Maintenant, vous me demandez les thèmes. Moi, j'étais obsédé par 3 thèmes. Le premier thème, c'était la question de la démocratie en Afrique. Démocratie en Afrique, ok. J'étais arrivé à la conclusion que nos pays n'étaient pas bien indépendants, que cette indépendance n'était pas bonne, que sinon, il fallait aller vers une nouvelle indépendance. Parce qu'une indépendance pour moi signifiait quoi? Quand un pays est indépendant lundi, mardi son peuple doit être plus heureux que lundi. Mercredi son peuple doit être plus heureux que mardi. Jeudi son peuple doit être plus heureux que mercredi. Tout à fait. C'est comme ça l'indépendance. Or, à cette époque-là, j'étais déjà arrivé à comprendre que nous étions plus heureux en 1960 qu'en 1970, plus heureux en 1970 qu'en 1980, plus heureux en 1980 que dans les années 87. Donc au fur et à mesure que le pays avançait dans l'indépendance, on s'enfonçait dans la misère et dans le mécontentement. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait donc la question de la démocratie qu'il fallait poser. Tout à fait. Un homme n'a pas le droit d'imposer son point de vue, ou un groupe d'hommes n'a pas le droit d'imposer son point de vue à une majorité. Alors il fallait organiser cette bataille pour la démocratie, et sur le campus on était là-dedans, on était opposant à tous les régimes qui tournaient autour du Sénégal, et on se battait contre ces régimes-là pour demander que nos peuples aient droit à plus de liberté. En gros, qu'il y ait le multipartisme dans chacun de nos pays à cette époque-là. Donc c'est le premier thème. Le deuxième thème, qui était une obsession pour moi, c'était la question de l'unité africaine. J'étais arrivé à comprendre que cette indépendance-là, si elle est misérable, c'est parce que nous sommes de petits États. Et tant que nous aurons de petits États, nous resterons de petites indépendances. Pour moi, je suis convaincu que l'indépendance d'un petit pays africain ne peut être qu'une petite indépendance. Tout à fait. Donc, le peuple ne sera jamais heureux. Le troisième thème que j'abordais à cette époque, c'était la question de la libération de la femme. Parce que je me disais que quelque part, la femme africaine est en train de subir plutôt que d'être actrice. Elle est objet plutôt que sujet de l'histoire de nos pays. On la donne en mariage contre une forte dot, n'est-ce pas? On lui fait subir des atrocités, même souvent physiques. On refuse de lui donner des pouvoirs. Donc, on était en recul par rapport à l'histoire même de nos peuples. Quand tu remontes à l'histoire, par exemple du Sénégal, la révolte des femmes de Nder, mais c'est des femmes. Quand tu remontes à l'histoire du Sénégal, tu vas au sud, c'est Aline Sitoé Diatta qui était là-bas. Il y a d'autres. Dans tous les pays voisins, on peut citer des femmes. C'est dire que les femmes ont eu à jouer de grands rôles dans notre histoire précoloniale. Donc quand la colonisation est venue, la colonisation a fait du recul à cette situation de la femme. Et ainsi, la femme est devenue une sorte d'objet entre les mains de l'homme, ce qui ne me plaisait pas. J'allais simplement avec un constat qu'à l'époque, si vous faisiez
le tour des maternités de Dakar en 24 heures, et c'était pareil pour Bamako, pour Conakry, pour Abidjan, etc., vous vous rendez compte que le nombre de naissances en filles est plus élevé que le nombre de naissances en garçons. Alors, or, cette tendance à l'époque n'était pas sur le point de s'arrêter, de s'estomper. Ça signifie quoi? Que si en 1985, moi je me disais, si cette tendance continue, c'est pas exclu que dans les années 2000, 2020, 2050, la majorité des populations africaines soit féminine. Donc si cette majorité doit être féminine, autant qu'à partir des années 1980, on commence à les responsabiliser, à leur faire confiance, à leur permettre de s'élever du point de vue social, à aller vers des mariages où la femme ne serait pas esclavagisée, où il y aurait un couple de gens qui se respectent, qui s'aiment, qui se protègent. Donc, il faut donner des responsabilités à la femme. Il faut l'aider à se développer. Et c'est pourquoi, par exemple, quand vous prenez ce roman-là, Indépendance, à la fin de ce roman, c'est une femme qui devient chef d'État. À la fin de ce roman. Donc, j'étais convaincu que si on donnait des responsabilités à la femme, je ne dis pas qu'elle serait plus responsable que les hommes, mais elles apporteraient une autre vision. D'autant plus que les sociétés africaines, la femme, elle n'est pas rien. Même dans la société, elle est au centre de tout. Elle est au centre de tout. Elle est d'abord en Afrique, la femme est toujours au devant de la scène. Elle n'a jamais été une citoyenne de seconde zone, comme le disent les Occidentaux. Et en Afrique, la femme est très responsable. Exactement. Et parce que la femme, d'abord, elle est l'être source. C'est elle qui donne la vie. Et à l'intérieur de cette société, elle joue trois rôles principaux. Elle est nourricière, elle est protectrice, elle est gestionnaire. Tout à fait. Les maisons sont gérées par les femmes. L'homme ne fait qu'à prendre du dehors et l'amener. Dès que c'est amené à l'intérieur de la maison, c'est la femme qui s'occupe de la distribution entre les membres de la famille et qui fait en sorte que chacun se trouve à l'aise à l'intérieur de la famille. Donc, puisque cette gestion existe déjà au niveau macro, pourquoi ne pas sur le plan national amener ces femmes-là à aller de l'avant, leur donner des responsabilités? Voilà, donc à vous entendre parler de ce qu'on appelle dans le jargon littéraire un écrivain engagé. Voilà, est-ce que donc vous pensez qu'un écrivain doit être forcément engagé comme vous l'êtes, ou bien il a le droit de faire de l'art pour l'art, comme on dit? Parce qu'à l'époque, si on visite l'histoire de nos prédécesseurs, par exemple, il y a Camara Laye qui a été très fustigé par ses contemporains parce qu'il n'était pas engagé selon eux. Donc, est-ce qu'un écrivain doit parler de choses politiques, là, sociales, ou bien il a le droit de faire de l'art pour l'art, selon vous? Bon, il y a écrivain et écrivain. Nous, écrivains, nous n'avons pas le droit de faire de l'art pour l'art. Les écrivains sénégalais, maliens, guinéens, etc., nous n'avons pas ce droit parce que notre littérature est née de l'engagement. Tout à fait. Notre littérature est la fille de la colonisation, de l'esclavage, donc de la brutalisation de notre monde. Il y a la négro-renaissance, voilà. Après il y a la négritude. Voilà. Donc, par étape. Aussi loin que vous remontez dans l'histoire de la littérature négro-africaine de langue française, n'est-ce pas, en passant par le XVIe siècle, les esclaves au Brésil, le XIXe siècle, les intellectuels, William Edgar Dubois aux États-Unis, les Langston Hughes. C'est une littérature qui est née dans l'engagement. Avec la Renaissance nègre, là. Exactement. C'est une littérature qui est née dans l'engagement et qui s'est retrouvée engagée dans le combat pour la libération des peuples à partir des années 1930 en France. Tout à fait. La négritude. On fera toutes les critiques du monde à la négritude comme on voudra. Elle a été un instrument de bataille entre les mains des écrivains pour la libération des peuples africains. Tout à fait. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, le pays est indépendant, que des gens veuillent nous faire croire que tout écrivain est d'une manière ou d'une autre engagé. Ce qui n'est pas juste. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. L'apartheid a eu ses écrivains. Ça, c'est vrai.
Hitler a eu, c'est Hitler lui-même a écrit un livre, Mein Kampf. Est-ce qu'il était engagé? Donc tout cela fait que cette notion d'engagement, il faudrait qu'on revoie. Moi, je crois que un écrivain de chez nous, pas en France, hein, eux, ils sont dans des sociétés qui ont déjà réglé beaucoup de problèmes et ils peuvent gérer leur temps, chanter tout ce qu'ils veulent. Mais nous, chez nous, on a des choses à régler. Nous avons des choses à dire avec la littérature. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, notre problème, c'est quoi? C'est que nous sommes 54 pays africains qui sont exploités par les puissances. Est-ce qu'un écrivain ne doit pas être le porte-parole de ces peuples brutalisés? En 1994, brusquement, la France s'est levée pour dire la monnaie du Sénégal sera divisée par 2. Ça a amené des problèmes dans notre société, comme au Mali, comme au Burkina, comme dans tous ces pays qui utilisent le franc CFA. Est-ce qu'un écrivain, face à cette misère-là, doit dire oui, je vais prendre ma lyre et chanter, n'est-ce pas, parce que toute littérature est littérature? Je suis désolé, c'est un point de vue que je ne partage pas. Nous devons être engagés. Si moi je ne peux pas écrire pour défendre les raisons les causes de mon peuple, franchement j'arrêterai d'écrire parce que Binde de Fameti. Donc c'est pas de l'art pour l'art. Voilà. Il est plus facile de se faire de l'argent en ouvrant une cantine à Sandaga qu'en écrivant des romans. Tout à fait. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on se trompe de chemin. C'est un combat. Maintenant, à vous entendre parler aussi, on voit que vous êtes un souverainiste, un panafricaniste, un conservateur et tout ce qui s'ensuit. Et vu votre parcours, vous êtes ce qu'on appelle un enseignant modèle. Vous êtes un pur produit de l'enseignement. Est-ce que vous avez fait toutes vos études ici au Sénégal en tant que conservateur, en tant que souverainiste, ou bien vous avez étudié à l'étranger? Bon, étranger pour étranger, moi j'ai commencé mes études au Mali. Au Mali. Je suis venu les terminer au Sénégal. Tous mes diplômes, je les ai eus en Afrique. Machallah. C'est quand j'ai été professeur de lettres, conseiller pédagogique de français, que j'ai eu à faire des stages en France. Je crois avoir fait 4 ou 5 stages en France, mais je ne suis pas sorti d'ici avant d'être enseignant. Moi, je dois tout au peuple sénégalais, au peuple malien, au peuple africain. Je ne dois rien à l'Europe. Donc on peut réussir sans autant faire des études en Europe. On peut réussir sans pourtant aller faire ses études en Europe. Maintenant, quand on a la chance d'y aller, c'est pas ça le problème. Le problème est qu'il ne faut pas oublier d'où tu viens. Tout à fait. C'est ce qui est important. Tout à fait. Aller se perdre dans la masse européenne en Europe là, ne plus penser à son pays, ne plus penser. C'est ça. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude, voilà. Maintenant, on en vient carrément à l'enseignement. On voit que par exemple le système éducatif ici au Sénégal et dans presque la totalité des pays francophones, c'est inspiré de Jules Ferry. Donc ça fait référence par exemple aux cultures occidentales. Ça ne nous ressemble pas trop, pour le dire. Maintenant, est-ce qu'on doit tout reformer ou bien on peut continuer comme ça, c'est pas depuis 5 ans jusqu'à présent à suivre par exemple ce cursus-là qui a été imposé par le colonialisme, ou bien on doit tout réformer en tant qu'enseignant que vous êtes? Bon, il faut dire aussi d'abord que nos pays n'ont pas eu la chance d'une bonne colonisation. La colonisation française a été une colonisation d'exploitation mentale d'abord des peuples africains. Tout à fait. On nous a dominés sur le plan mental. La preuve, la colonisation française s'appelait la colonisation direct rule, contrairement à la colonisation anglaise qui était l'indirect rule. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, contrairement à la colonisation anglaise, où on s'occupait de prendre les richesses, mais on laissait au peuple le soin d'être dans leur culture, la colonisation française a été un lavage de cerveau. On nous a fait croire que nos ancêtres étaient gaulois. On nous a fait croire, n'est-ce pas, que le mode de vie vers lequel nous devons aspirer se trouve être celui de la France. On nous a coupé de nos racines, en un mot. Donc, l'école, qui est l'émanation de cette colonisation, nous a été imposée. Et quand la France a créé cette école-là, son souci n'était pas de faire de nous des gens qui vont servir leur pays.
Si vous vous souvenez, les premiers intellectuels formés par la France, c'était qui? C'était l'instituteur, c'était l'infirmier, c'était le commis. William Ponty formait ces trois catégories, mais c'est des catégories ciblées. L'instituteur, c'est pour permettre au peuple d'apprendre la langue et d'être en communication, de comprendre les ordres donnés par le colon. Tout à fait. C'est ça l'infirmier. Et l'infirmier, c'était quoi? C'était pour soigner le peuple pour qu'il continue de produire pour la France. Et le commis, c'était quoi? Son rôle, c'était de compter le nombre de colonisés pour qu'il n'y ait pas de manquants. Tout ça au service de la France. Tout ça au service de la France. Alors, quand nous sommes partis à l'indépendance, la France qui veillait au grain, elle est partie pour mieux rester. Tout à fait. Elle veillait au grain pour que nos peuples ne fassent pas de réformes scolaires. Parce que les réformes scolaires, très profondes, ça donne naissance à quoi? À la libération totale de nos peuples. Et nous avons continué dans ce schéma-là. Il y a eu en Afrique francophone noire deux blocs. Le bloc d'obédience socialiste, constitué par les pays comme la Guinée, le Mali, qui ont essayé de reformuler leur système d'enseignement en introduisant les valeurs culturelles de leur pays, parce qu'ils étaient dans le socialisme. Quant à d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils ont mis l'accent sur l'enseignement qui se faisait en France. Si bien que la culture française a envahi un pays comme le Sénégal, on n'a pas pu se débarrasser de ça. Et du coup, notre enseignement a suivi ce moyen. Alors aujourd'hui, j'entends les gens dire, oui, il faut réformer l'école. Bien sûr, il faut réformer, parce que l'école doit être le miroir de la société. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de grave qui se passe. C'est que l'école n'a plus de valeur. Ah oui. Pourquoi l'école n'a plus de valeur? Parce que la société a changé de vision de valeur. Par exemple, il y a 40-50 ans, nous, quand on allait à l'école primaire, on nous obligeait chaque jour à aller à l'école. Si on n'y allait pas, on nous battait à la maison pour aller à l'école. On nous traînait à l'école, on allait à l'école, parce que nos parents croyaient, et c'était vrai, que leurs enfants peuvent devenir des gens, quelqu'un, à travers l'école. Donc ils avaient compris ça, ils nous obligeaient à y aller pour qu'on devienne de grands messieurs, parce que l'école formait de grands messieurs. On y allait. Chacun de nous est devenu ce qu'il devait devenir. Certains sont devenus professeurs, d'autres magistrats, d'autres ambassadeurs. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, les gens ont réussi. Mais aujourd'hui, la réussite sociale au Sénégal, ce n'est plus lié à l'école. Tout à fait. Et c'est malheureux. Qui est-ce qui a réussi aujourd'hui au Sénégal? Disons les choses correctement. Ah oui. C'est le politicien, c'est le commerçant, c'est l'émigré, c'est le footballeur, c'est le danseur, c'est le lutteur. Aussi. Oui, c'est le lutteur. Vous voyez, il y a 7 catégories de personnes qui ont réussi au Sénégal et aucune de ces personnes ne sort de l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être un bon commerçant, un bon footballeur, un bon lutteur. Donc, l'école ne joue plus cette valeur-là. Maintenant, il appartient aux autorités de jeter un nouveau regard sur l'école. L'école doit développer les valeurs vers lesquelles la nouvelle société est engagée. C'est-à-dire, en termes clairs, puisque nous ne pouvons plus former des intellectuels pour les faire réussir dans la société, il faut former des gens qui techniquement vont servir la société. En termes clairs, quand on met un enfant à l'école, arrivé au CM2, il y a une minorité qui réussit, qui va en 6e, mais et la majorité qui n'a pas réussi. Est-ce qu'on doit la mettre dans la rue? Sinon, on va gérer plus tard les délinquants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des sorties pour ces gens, des sorties professionnelles. La formation professionnelle. La formation professionnelle sur ça. Doit commencer à partir de la classe de 6e. Tout à fait. Oui. Ceux qui n'ont pas réussi doivent aller apprendre l'agriculture, les rudiments de l'agriculture, les rudiments de l'élevage, les rudiments de la pêche, les rudiments des eaux et forêts, les rudiments du maraîchage, les rudiments de la plomberie, les rudiments de la menuiserie, les rudiments, et peuvent être des ouvriers dans les villes.
Par exemple, j'ai des problèmes à la maison de robinet, je peux faire appel à un jeune comme ça, il vient réparer mon robinet, il a ses petits 3 000, 4 000 francs. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a 40 ans en arrière, quand nous, on allait à l'école française, nos parents savaient qu'en y allant, on devenait quelqu'un. Tout à fait. Par le canal de l'école. Et on est allé, on a étudié, on nous frappait à l'école, le lendemain, on revenait même si on nous battait. Le résultat, on est devenu des quelqu'un entre guillemets, des professeurs, des magistrats, des journalistes, Ils ont tous réussi. On a réussi. Ceux de ma génération, nous avons réussi. Mais à partir des années 90, les valeurs nouvelles ont été créées dans la société. Tout à fait. On n'est plus quelqu'un par l'école. Qui est quelqu'un aujourd'hui dans la société sénégalaise? C'est le politicien, c'est le commerçant, c'est le lutteur, c'est le danseur, c'est le musicien, c'est un ensemble de gens, le footballeur. Vous voyez, un ensemble de gens qui n'ont pas besoin de sortir de l'école pour exceller. Sans oublier les entre guillemets influenceurs. Les influenceurs. Donc, eux, ils ne sortent pas de l'école. Ah oui. Donc, si eux, ils ne sortent pas de l'école, l'école n'a plus de valeur. Ouais. Et ce sont ces gens-là qui sont des influenceurs parce que tout le monde regarde. Dieu est un grand lutteur, je vais devenir un grand lutteur. Dieu est un grand musicien, je vais devenir un grand musicien. C'est eux les références. Tout à fait. Les nouvelles références. Les références ne sortent plus de l'école. Donc l'école s'affaisse. Maintenant, il faut réfléchir et créer une nouvelle dynamique de cette école-là. En quoi faisant? En disant, bon, à partir de l'entrée en 6e, beaucoup échouent. Ceux qui échouent, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut les jeter dans la rue? Ils vont devenir des délinquants qui vont aller dans les prisons. Est-ce que c'est ça que nous visons comme objectif? Non, il faut faire des passerelles à partir de ceux qui ont, à partir de la classe de CM2. Ceux qui ne peuvent pas aller là-bas, ils savent quand même écrire leur nom. Il ne faut pas les perdre. Il faut les orienter dans les branches de l'économie primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse et même de petits services comme la plomberie, n'est-ce pas, la menuiserie, la peinture, qu'ils aillent apprendre cela. La formation professionnelle. Exactement. Donc, il faut dans les départements des petites écoles de formation professionnelle pour des gens qui n'ont pas pu aller faire des études en 6e. Tout à fait. Et faire le cycle moyen pour des gens qui n'ont pas pu réussir le BFM. Voilà, donc quand on leur donne cela, on leur donne un petit fonds, ils deviennent eux-mêmes des petits entrepreneurs. C'est le conseil technique qui parle là. Oui, bon. Donc, voilà comment l'école doit être. Mais on s'est mis en tête de maintenir d'abord l'entrée en 6e. Pourquoi on l'appelait entrée en 6e? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de collèges pour contenir les enfants. Est-ce que sa valeur doit demeurer toujours? Il y a 1000 collèges aujourd'hui pour le gouvernement qui a la possibilité d'orienter tous les élèves. Pourquoi continuer de maintenir cette entrée en 6e? Moi, je suis contre ça. C'est un bourrage de crâne. Un enfant de 11 ans, on lui demande de faire 2 examens. C'est compliqué. C'est compliqué. On l'assomme. Et si on l'assomme, il ne peut pas être performant, il ne peut pas donner des résultats. Alors, maintenant, tout cela se fait par la langue française. Parlons-en. La langue française. La langue française au Sénégal. Il faut qu'on soit des décomplexés. La langue française, elle n'est plus la langue qui appartient aux Français. La preuve, si moi je me mettais aujourd'hui à parler Bambara, vous allez ramasser vos bagages et partir. Vous n'allez rien comprendre de ce que je dis. On est en train de communiquer en français. Et on veut que du tic au tac, on enlève cette langue-là. C'est impossible même. Voilà. La langue française, il faut la considérer comme un instrument de travail. C'est comme cet appareil photographique ou cette caméra-là. C'est comme le bic avec lequel je travaille. C'est un instrument de communication. Tout à fait. Et en tant que tel, quel doit être nos rapports avec cette langue-là? Voilà il faut maintenir cette langue-là. Si moi j'avais les moyens d'imposer ma vision au Sénégal, je dirais que le français et l'arabe doivent tous avoir aujourd'hui des statuts de langue nationale. Qu'est-ce qu'une langue nationale?
On est en train de parler français. C'est une langue qui appartient à la nation. Elle peut appartenir à la nation de différentes manières. Ah oui. Partout où vous allez au Sénégal, vous trouverez quelqu'un qui parle français. Tout à fait. En Afrique. Partout où vous allez au Sénégal, vous trouverez quelqu'un qui parle arabe. Y a-t-il quelque chose de plus national que ça? C'est devenu national. Et en leur donnant des statuts de langue nationale, nous allons éviter un conflit à venir, c'est-à-dire la séparation qu'il y a, le fossé qu'il y a entre francophones et arabophones. Ok. Tous les débats que tu as sur les Dara, les Madarsa, les modernes, etc., ça concerne cela. C'est parce que les maîtres d'école coranique ne se sentent pas impliqués dans l'enseignement des gens au même titre que les gens qui ont été à l'école française. Ça donne quoi? Ça donne des frustrations. Ouais. Alors, pour ce qui concerne l'enseignement du français, il faut l'aborder avec soin. Le législateur, celui qui a fait les programmes de français pour le système éducatif sénégalais, il a été très clair. Il dit quoi? Il dit qu'il y a le cycle élémentaire, le cycle primaire, c'est-à-dire du CI au CM2. Après le cycle primaire, on passe au moyen, qui commence de la 6e jusqu'à la 3e. Après ce cycle-là, on passe au secondaire, qui commence de la seconde et se termine à la terminale. Donc, nous avons 3 cycles dans le système éducatif sénégalais. Je ne parle pas du préscolaire. Dans le système éducatif sénégalais, à chacun de ces cycles doit correspondre, à mon avis, une forme d'enseignement du français. Ok. Oui. En termes clairs, à l'élémentaire, il faut apprendre à l'enfant les mots, les différentes sortes de mots. Parce que le français est une langue dans laquelle il y a 9 sortes de mots. Même quand vous écrivez un livre qui va avoir 1 million de pages, vous ne sortirez pas de ces 9 sortes de mots. Ok. C'est 5 mots variables, le nom, l'adjectif, le verbe, l'adverbe, le pronom, qui varient. Et 4 mots invariables, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection qui ne varient pas. D'accord. Même si j'écris un livre d'1 million de pages en français, je ne peux pas sortir de ces 5. Il faut amener l'enfant à maîtriser ces 9 sortes de mots. Ok. Qu'il sache qu'il puisse faire des phrases avec ces 9 sortes de mots. Et c'est ça le cycle élémentaire. Ok. Et parallèlement à ça, il faut lui apprendre les mathématiques. Les mathématiques, surtout ça. Les sciences, l'histoire, la géographie. Et notre histoire, pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Notre histoire avec ces mots-là. Maintenant, quand il a l'entrée et ce qu'ils appellent le certificat d'études élémentaires, n'est-ce pas? Il arrive en classe de 6e. En classe de 6e, ce n'est plus la peine de lui apprendre ces mots-là. Il faut lui apprendre maintenant comment on peut créer avec ces mots. En termes clairs, quand je suis à l'école élémentaire, j'enseigne à l'enfant de CE2 que le nom désigne la personne, l'animal ou la chose. En classe de 5e, je n'ai plus besoin de lui dire que le nom désigne la personne, l'animal ou la chose. Il connaît ça. C'est parce qu'il connaît ça qu'il a eu son certificat pour venir ici. D'accord. Il faut maintenant l'amener à créer des textes avec le nom qui désigne l'animal, la personne ou la chose, avec le verbe, avec, il faut l'amener à créer des textes. D'accord. Et quand il arrive en classe de seconde, c'est des exercices littéraires. Il faut l'amener maintenant à comprendre comment fonctionnent les textes littéraires à travers des exercices. Par exemple, le commentaire. Je viens de publier mon 2e livre, le commentaire du texte littéraire, ou comment ne pas taire les secrets d'un texte. Comment il faut commenter un texte. Vous voyez? La dissertation aussi, qui est un texte argumentatif, c'est-à-dire un texte dans lequel quelqu'un prend position pour chercher à convaincre quelqu'un d'autre, la dissertation doit être enseignée selon des règles. Oui? Donc, quand on met l'enseignement de la langue française dans ces différents domaines-là, dans ces différents parcours, on arrivera à comprendre. Parce qu'il est difficile d'accepter
qu'en classe de 4e secondaire, on dise à un élève, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est un peu trop tard, vraiment. Il le sait. S'il ne le savait pas, il n'allait pas avoir son certificat. Tout à fait. Donc, vous voyez, il faut mettre tout cela ensemble et amener les gens à réfléchir ensemble, les regrouper, que tous ceux qui enseignent la langue française, n'est-ce pas, se retrouvent pour parler de l'enseignement du français, parce que c'est la base. Donc, il faut changer le programme, quoi. Il ne faut pas forcément changer le programme, mais changer la manière d'enseigner cette langue. La manière d'enseigner le français. Parce que le français occupe deux places dans notre système éducatif. Le français est une langue enseignée. On enseigne la rédaction, on enseigne l'orthographe, on enseigne le vocabulaire aux enfants, la grammaire. C'est une langue qu'on enseigne. Mais aussi, le français est une langue d'enseignement. C'est en français qu'on enseigne l'histoire et la géographie, les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques, les mathématiques. Donc le français est discipline enseignée et discipline d'enseignement. C'est la base de la réussite scolaire. Quand l'enfant ne maîtrise pas ça, l'enfant ne maîtrisera pas grand-chose. Tout à fait. Oui, voilà. En tout cas, vrai de faire un bon plaidoyer pour la langue française digne d'un cours magistral à l'université. Donc, comme nous le savons tous, même ici à Seguima, on est obligé de faire nos émissions en français parce qu'on est suivi par les autres pays africains. Donc, la langue nous appartient autant qu'elle appartient aux Français. Maintenant, venons-en à la littérature sénégalaise, la production littéraire au Sénégal. On voit qu'actuellement, il y a beaucoup d'écrivains qui émergent de partout. Il y a tout le temps de nouvelles productions. Mais est-ce que ça a fait pour autant avancer le secteur de la littérature au Sénégal? Bon, ce qu'il faut dire, c'est, à mon avis, se féliciter d'abord qu'il y ait autant de production. Ah oui, il y en a beaucoup. Après, le tri se fera. Et je ne pense pas qu'au XVIIe siècle, il n'y avait que les Molières. Il n'y a eu que les Molières, les Boileau. Ils étaient des centaines. Mais aujourd'hui, l'histoire ne retient que ceux qui ont été les meilleurs. C'est la même chose. Il faut laisser les gens s'exprimer. Maintenant, les gens qui s'expriment produisent des livres par centaines. Et là, il faut saluer la direction du livre et de la lecture qui a beaucoup subventionné la production du livre au Sénégal. C'est bien que les gens produisent. Mais les gens, en produisant, doivent éviter le narcissisme. C'est-à-dire, je produis mon premier livre, je me prends pour le plus grand écrivain, je me crois, je me prends. D'autant plus que nous n'avons pas un maillon essentiel en place qui manque à notre littérature, c'est la critique littéraire. La critique, surtout. Qu'est-ce qui joue le rôle de critique littéraire actuellement au Sénégal? C'est mon petit cousin auquel j'ai donné un exemplaire de mon livre. Et il va lire, grand, machallah. Machallah, félicitations. Félicitations. S'il l'a lu. Mais est-ce que lui, ce qu'il te donne comme félicitations a valeur de critique littéraire? Bonne question. C'est une question. Et moi aussi, fort de mon cousin qui m'a dit que mon livre est bon, de ma cousine de l'autre côté qui a dit que c'est bon, du fils de mon grand-père qui a dit de l'autre côté que c'est bon, je me dis, je suis un grand écrivain. Il faudrait que les gens arrêtent de faire du narcissisme. Un écrivain, c'est quelqu'un qui cherche chaque jour à s'améliorer. À aller de l'avant. Tout à fait. Comme disent, je ne veux pas employer l'expression, quelqu'un qui dort après avoir publié son premier livre. C'est laurier là. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que la littérature sénégalaise est timide. Avec la langue française surtout. Elle est une littérature trop académique. Oui. C'est une littérature qui on dirait qu'il a peur de piétiner la langue française, qui a peur de boxer la langue française, qui a peur de s'amuser avec la langue française. Comment ça? Quand vous prenez les écrivains de la forêt, Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, il s'amuse avec la langue. Comme il il veut.
Et d'ailleurs, il a créé, ça a donné naissance au malinquisme. Malinquisme. Dans la littérature de Kourouma, dès qu'on parle de Kourouma, on parle de malinquisme. Parce que Kourouma s'amuse avec la langue française. Et c'est ce qu'on attend d'un écrivain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le nouvel écrivain aujourd'hui, ce n'est pas simplement celui qui, en faisant un roman, raconte une histoire. Le roman ne se résume plus au fait de raconter une histoire. Il y a une manière de raconter une histoire. Tout à fait. Quand on enseigne à la fac, on dit aux gosses, dans tout texte, il y a le fond, il y a la forme. La forme, surtout. Le fond, c'est ce que tu dis. La forme, c'est comment tu le dis. Et la grande différence entre les écrivains aujourd'hui, c'est dans la forme. La forme. Si vous prenez un Amadou Kourouma, c'est un grand écrivain. Parce que Amadou Kourouma, personne n'en dit combien. C'est parce que Amadou Kourouma met la forme. Il piétine la langue française. Il plie la langue française à sa volonté. Il boxe la langue française dans le ventre. Il fait de la langue française ce qu'il a envie de faire. C'est valable aussi pour Soni Laboutansi. Ah oui. Lui aussi, il écrit. Il a son français à lui. Il a son français à lui. C'est valable aussi pour Henri Lopez. Voilà les grands écrivains de langue française. Ce sont des révolutionnaires. Parce qu'ils n'ont pas fait que raconter des histoires. Ils ont raconté des histoires en une autre manière de raconter des histoires. On est d'accord? Malheureusement, c'est ce qui manque à la littérature sénégalaise, cette audace. Nous, on est des héritiers de Senghor quand même. Exactement. Cette audace, il faudrait qu'on sorte de ça. Qu'on sorte de ça. C'est Senghor qui nous a beaucoup influencé aussi. Oui, mais à un moment donné, on peut faire que du Senghor, mais après, il faut se départir de Senghor. Tout à fait. Soni Laboutansi était un grand admirateur de Senghor. D'ailleurs, il l'appelait le gros Sénégalais. Parce que Senghor, pour lui, est balèze en tant qu'intellectuel. Il le respectait, c'était son ami personnel et il a été influencé par Senghor, mais à un moment donné, il a pris ses bagages, il est parti, il s'est libéré. C'est cette liberté-là qui manque à notre littérature. Et tant que nous ne faisons pas cette liberté-là, on ne produira pas une littérature qui intéresse les gens. Ça, c'est vrai. Il y a ce que je dis, il y a une manière de le dire. La manière de dire n'est pas moins importante que ce que j'ai à dire. Et même dans notre culture, ce qui m'a fait mal, ce n'est pas ce qu'il m'a dit, mais le Moumakouaï. La façon. Il y a la façon. Ah oui, la manière. Elle est importante. Tout à fait. Et si vous remontez à la littérature, en 1688, Jean de la Bruyère, écrivain français, a dit tout a déjà été dit depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes sur la terre et qui pensent. Donc, ça signifie que on ne pensera plus ce qui n'a pas été déjà pensé. Mais c'est la manière de le dire. C'est dans la manière que nous allons faire la différence. J'invite donc les écrivains, moi, à être plus audacieux vis-à-vis de la langue française. C'est cette audace qui manque et c'est ce qui fait qu'on attaque la langue française. Ça, c'est vrai. La langue française, on l'attaque de partout. On ne peut pas. On ne peut pas faire la querelle à un instrument de travail. Ah oui. Ce verre-là, c'est pour boire. Tu m'imagines que je me batte avec ce verre-là? Vraiment, c'est insensé. C'est insensé. Donc il faut prendre cette langue-là, la plier, la tordre, en faire ce qu'on veut. Ah oui. Maintenant, et c'est d'autant plus impérieux pour nous écrivains que le peuple est en avance sur nous. Tout à fait. Le peuple. Si vous vous promenez à Dakar, vous vous rendez compte que le français est dans la rue. Par exemple, le franc Wolof. Le franc Wolof. Par exemple, vous verrez ce baobab qui a écrit devant sa boutique Kengayeri. Il l'a écrit avec tellement de cas que tu penses qu'il voulait écrire Kengayeri, il s'est trompé. Mais non, il a bien écrit sa Kengayeri. Ah oui. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qui a été écrit. Ce qui l'intéresse, c'est que moi, de passage, je comprends qu'il vend le matériel de construction et je viens lui remettre de l'argent et prendre ce qu'il vend. C'est tout ce qui l'intéresse. Ah oui. Ça, c'est valable aussi pour le jeune baobab qui a mis devant la rue vulgarisateur. Vulgarisateur. Vulgarisateur.
ce qui l'intéresse, ce n'est pas que le mot soit bien écrit. Ah oui. Ce qui l'intéresse, c'est que je comprenne en cas de crevaison d'un pneu de ma voiture, que je sache qu'il y a quelqu'un qui est au coin là. qui fait ce travail-là, que je viens lui remettre de l'argent. Ah oui. Voilà, donc le français doit être fonctionnel sous cet angle-là. Un instrument de communication, point barre. Maintenant, quand on est écrivain, pour s'amuser comme ça avec la langue, il faut comprendre aussi que les écrivains fassent l'effort d'aller apprendre la langue française. Parce que si couramment s'amuse avec le français, c'est parce qu'il maîtrise d'abord le français académique avant de pouvoir s'amuser. On ne peut pas s'amuser et réussir dans l'amusement avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, ça c'est vrai. Voilà. Ah oui, il maîtrise la langue. Voilà. Voilà, donc il faut qu'on cite le français à notre guise. Voilà. Maintenant, on va parler, on va parler de l'AES. De l'AES, parce que comme on le sait, vous êtes le secrétaire général nouvellement élu, il n'y a pas longtemps. Mais avant ça, vous étiez un membre très actif de l'association. Vous avez aussi été très proche de l'ancien président, Aline Badara Bey, que Dieu ait pitié de son âme. Voilà, donc il faut nous parler de cette association-là, ses débuts, parce que vous avez duré là-bas, donc vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Et comment vous trouvez l'après Aline Badara Bey, l'AES, avec le nouveau président, Abdoulaye Fodé Ndione, qu'on salue au passage. Comment trouvez-vous l'AES après tout ce qui s'est passé là? Bon, là, moi je suis très ému quand je dois parler d'Aline Badara Bey. Parce que c'est un monsieur à qui j'ai été lié pendant 38 années. 37 années d'amitié. 37 années. Aline Badara Bey, je l'ai connu en 1987. On s'est quitté en 2024. Ça fait 37 ans. 37 ans. Et de compagnonnage. Aussi bien intellectuel que social. Donc, ce monsieur qui vient de nous être arraché, j'en parle avec émotion. On comprend. J'ai eu à le fréquenter. Il était le président de l'association. J'ai toujours été son vice-président chargé des questions académiques. Donc, on a partagé de bons moments et cette salle-là a été pour beaucoup témoin de nos rencontres à deux ou à plusieurs. Et c'était un homme d'une grande dimension. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que pour moi, Aline Badara Bey n'est pas un homme de culture sénégalais. Aline Badara Bey, c'est la culture au Sénégal. La culture au Sénégal. C'était la définition que moi j'aimais lui dire. Parce que tu pouvais discuter avec Aline Badara Bey de tout. De l'histoire de Nder à l'histoire de Oussouye, n'est-ce pas? De la géographie de Saint-Louis, n'est-ce pas? Aux roches qui sont à Kédougou. De la tradition des Lébou, n'est-ce pas, à la marine sénégalaise, à l'armée sénégalaise, tu pouvais discuter de tout. Il avait quelque chose, des éléments de connaissance dans tous les domaines, surtout pour ce qui concerne le Sénégal. Tout à fait. Et Dieu a fait que c'était un monsieur ouvert. Moi, de mon point de vue, je témoigne de ça. Il était un monsieur ouvert et il a fait en sorte que cette maison soit ouverte à tout le monde. Non, on ne peut pas faire l'unanimité. Tout à fait. Certains sont venus, comme moi et d'autres. Donc, pour ce qui concerne l'AES et Aline Badara Bey, je commencerai par Aline Badara Bey et dire que quand je parle de cet homme, je parle avec émotion. Je suis très ému parce que j'ai été lié à cet homme-là pendant 37 ans. 37 ans de compagnonnage. De compagnonnage, Inch'Allah. de collaboration. Et c'était un homme de grande qualité. Tout à fait. C'était un homme d'abord, moi je refusais de l'appeler homme de culture sénégalais. Pour moi, Aline Badara Bey n'était pas un homme de culture sénégalais. Aline Badara Bey, c'était la culture au Sénégal. La culture au Sénégal. Parce que
il avait une compréhension du Sénégal qui épatait, n'est-ce pas, qui charmait. Et on pouvait discuter de tout avec lui. Parlez-lui de football au Sénégal, il donnera son point de vue. Parlez-lui de littérature, il donnera son point de vue. Parlez-lui de la marine marchande, il vous dira son point de vue. Parlez-lui de l'armée de terre, il vous dira. C'était ça Alioune Badara Bèye. Si bien que cette maison-là était plutôt un lieu où on aimait venir nous inspirer, nous aimions venir nous inspirer de sa grande connaissance de ce que c'est que le Sénégal. C'est cet homme que nous avons perdu. Je crois que... Paix éternelle à son âme. Ouais, paix à son âme. Et je crois qu'il n'y avait que ça pour pouvoir nous séparer. Nous étions une dizaine, une quinzaine de gens autour de lui. Et de façon unanime, nous sommes tombés d'accord à reconnaître que c'était un homme d'une grande ouverture intellectuelle, sociale, n'est-ce pas, et qui incitait les autres à se dépasser, à être parmi les meilleurs. Nous avons beaucoup appris de lui. Nous l'avons accompagné jusqu'à sa dernière demeure. C'était ça la volonté de Dieu. Et nous prions tous que là-bas lui soit plus profitable qu'ici. Maintenant, il a pris cette association en main au moment où l'association était trébuchante. Il l'a prise dans les années 94. 94. Oui, en main. Et à un moment donné, nous, on ne discutait pas de la question de son mandat. Est-ce qu'il est là pour 5 ans? Est-ce qu'il est... C'était pas ça notre problème. Notre problème était que c'était lui l'organisateur. C'était le patriarche. C'était devenu, l'ailleurs, c'était devenu pour nous une sorte de village. Est-ce qu'on discute du mandat d'un chef de village? Non, non. Ça ne se fait pas. Tout à fait. Donc, culturellement, nous, on le regardait en patriarche, en guide, en sage. Donc, notre problème, ce n'était pas combien de mandats il a fait, combien de mandats il n'a pas fait. Ce n'était pas ça notre problème. Et à plusieurs reprises, il voulait partir. C'est nous qui lui avons dit de rester encore parce que s'il part d'une certaine manière, ça peut être chaotique pour l'association. C'est ça la vérité. Mais ceux de l'extérieur ne le savent toujours pas. Ouais. Je témoigne qu'à plusieurs reprises, il voulait partir. Nous lui avons dit, non, président, il faut que tu restes encore, on a besoin de toi. L'association avait plus besoin de Alioune Badara Bèye que Alioune Badara Bèye a besoin de l'association. C'était ça la vérité. Alors, donc aujourd'hui qu'il n'est plus, est-ce qu'on peut parler de transformation? Moi, je ne crois pas. On ne s'inscrit pas dans une révolution. C'est Alioune Badara Bèye qui continue de nous guider. Et le petit groupe qui a fait bloc jusqu'à sa dernière demeure autour de lui, c'est ce petit groupe qui est là aujourd'hui encore et qui va essayer d'apporter, n'est-ce pas? Nous, on ne peut pas être excellent comme lui dans la gestion de cette association, mais nous allons essayer de voir comment adapter l'association aux nouvelles réalités, simplement. Et je pense que le nouveau président, Abdoulaye Fodé Ndione, est dans cette dynamique-là. Nous sommes tous dans cette dynamique avec lui, et je crois qu'Inch'Allah, nous allons aller vers de l'homme. D'accord. En tout cas, nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions. Merci. On ne peut pas tout dire dans une seule émission. C'est vrai. On a parlé de l'essentiel. Juste vous demander de dire votre dernier mot, si vous en avez, bien sûr. Votre dernier mot. Moi, mon dernier mot, je remercie Dieu d'être aujourd'hui, par la confiance de mes collègues, élu secrétaire général de cette association. Je n'ai aucun mérite. Tous ceux qui m'ont élu, chacun de tous ceux qui m'ont élu pouvait être à ce poste-là. Tout à fait. Donc, je compte sur chacun d'eux pour faire de bonnes choses. Ce sera une œuvre humaine. Une œuvre humaine, par définition, elle n'est pas parfaite. Tout à fait. Elle est critiquable. Il faudrait qu'ensemble, on voit comment mener cette association vers de bons ports. Je compte sur mon président, Fodé. Il m'a donné toutes les assurances nécessaires et je crois que nous allons réussir quelque chose. Notre rêve,
c'est de faire en sorte que l'association fasse du Sénégal la plaque tournante de la littérature francophone en Afrique. Vivement que ça. Et nous sommes déjà dans cette lancée depuis Alioune Badrabé, parce que nous sommes la seule association africaine qui, depuis 32 ans, célèbre chaque année la journée internationale de l'écrivain africain avec Alioune Badrabé. Nous comptons continuer cela et aller vers les autres associations africaines, faire en sorte que le panafricanisme soit exprimé à partir de notre association. C'est très important parce que les écrivains, ce qu'on oublie toujours, c'est les écrivains qui ont été à la pointe de la bataille pour l'indépendance des pays africains. Il faudrait que l'écrivain reste aujourd'hui encore à la pointe pour la bataille du panafricanisme, n'est-ce pas, au service des peuples africains. Tout à fait. Voilà. Maintenant, le mot de la fin, c'est vous remercier. C'est à nous de vous remercier parce que vous venez nous donner une visibilité. Vous venez nous prendre et nous mettre au devant de la scène. Donc les remerciements, c'est pour vous. Et le président de l'association FODE, tous les membres de cette association, y compris moi-même, nous sommes ouverts. Venez quand vous voulez, venez comme vous voulez, faites de la maison Kerbirago votre maison. Vous êtes chez vous. Et installez-vous et oubliez que vous n'êtes pas chez vous. Nous sommes qu'on est chez vous. Voilà. Merci beaucoup vraiment pour l'accueil. On est très contents, vous avez été très généreux. Merci. On n'en attendait pas moins. Merci. Voilà, donc, certains internautes de Seguima Vision Multimédia, c'était votre émission littéraire avec le secrétaire général de l'Association des écrivains du Sénégal, Djibril Diallo Falémé. C'est ça. Donc, merci beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah, pour une autre émission avec une autre élite de la littérature sénégalaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Sey, donc, depuis le décès de Alioune Badrabé, nous avons ouvert un livre de condoléances ici. D'accord. Comme nous avons aujourd'hui l'honneur de la visite de l'équipe de Sénégal, nous vous demandons si vous êtes merci beaucoup. Ça, c'est une belle initiative. Voilà. Ça, c'est une belle initiative. Repos éternel à son âme. Le grand Alioune Badrabé. Mais ça. Oh. Ici. Le monde de la littérature. Paix éternelle à son âme, qui repose en paix vraiment.